D'après mon expérience, tout le monde a eu ce type effrayant qu'il a connu à l'école ou avec lequel il a traîné. Dans mon école, on l'appelait tous Jay, et il était peut-être le plus effrayant des effrayants. J'ai eu l'honneur peu enviable d'être là pour son premier jour. C'était la maternelle, et beaucoup d'enfants ont piqué une crise quand ils ont été séparés de leurs parents. Je ne leur en veux pas, nous n'avions que 5 ans après tout. Au lieu d'accepter la séparation et de rejoindre les autres classes, il a aggravé la situation. Sa mère n'était pas partie depuis 10 minutes qu'il s'est déjà sali. Ce n'était pas une réaction de stress comme on pourrait le croire. Il s'est avéré que c'était par pure méchanceté. Il a dû utiliser ça pour contrôler les gens. Lorsque le professeur a appelé sa mère, celle-ci est revenue en quelques minutes et l'a ramené à la maison. Il avait un tel air suffisant en partant, et je savais déjà, en tant que petit enfant, que ces choses ne s'améliorent pas. Le jour suivant, sa mère l'a déposé en classe, et il a répété son comportement dégoûtant. Et bien sûr, sa mère a été appelée à nouveau pour venir le chercher. Ce jeu de pouvoir vicieux a continué pendant 1 semaine. Sa mère partait, il braillait pendant 5 minutes d'affilée avant de se salir à nouveau. Nous avons probablement compris maintenant. Ce vendredi matin est la dernière fois que j'ai vu Jay pendant presque 10 ans. Nous avons avancé jusqu'au premier jour de la 2e année. On était tous assis sur nos chaises, et le professeur a appelé les noms de tout le monde. Quand on a appelé celui de Jay, je me suis presque fait dessus. J'ai regardé frénétiquement autour de moi, jusqu'à ce que ce petit garçon obèse lève la main. C'était presque une copie conforme du petit garçon dont je me souvenais. Sauf que maintenant, il avait l'air encore pire. Ses cheveux étaient longs et gras, son visage couvert de plaques de cheveux, et il portait cette vieille veste grise avec des taches partout. Je pense que c'était pour un membre seulement. C'était en 2013. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il avait si mauvaise mine. Autant que je sache, sa famille n'était pas pauvre. En fait, je crois que son père était un dentiste avec son propre cabinet. Mon étonnement à son égard n'a fait que croître. Alors que la classe sortait et qu'il passait devant moi, un nuage de puanteur m'a presque fait tomber. Il sentait vraiment les ordures ménagères. J'aurais probablement dû m'y attendre, vu son apparence. Mais ce niveau de puanteur était tout nouveau pour moi. J'ai fait de mon mieux pour garder la tête basse et passer inaperçu. Pour autant que je puisse dire, il ne s'est pas souvenu de moi, et j'étais soulagée. J'étais loin de me douter que son hygiène deviendrait le dernier de ses soucis. 1 mois a passé et l'école était toujours aussi nulle. Jay était toujours offensant pour le nez et les yeux. Sa grande veste est devenue plus sale que ses cheveux. Je crois même qu'il y avait des miettes de Doritos qui en tombaient un matin. Malheureusement, son comportement allait être bien plus méchant. J'ai eu vent d'une histoire qui circulait, selon laquelle un gamin montrait à d'autres étudiants des photos obscènes de sa sœur. Quand j'ai découvert que c'était Jay, je ne peux pas dire que j'ai été choquée. Dégoûtée, oui, mais pas choquée. Finalement, mon heure est venue. Il s'est approché de moi, dans mon casier, et m'a mis son téléphone sous le nez. Une fois que j'ai pu me concentrer sur l'écran, j'ai réalisé que c'était bien la photo d'une fille qui lui ressemblait étrangement. Je ne peux pas dire que je me souvienne de la qualité de la photo, la puanteur était trop gênante. Même si j'étais dans un état d'inconfort constant, j'ai été surpris de voir à quel point il était fier de la photo. Son sourire s'étendait d'une oreille à l'autre. C'est comme s'il me montrait un hot rod qu'il avait construit avec son père. Et peut-être l'aspect le plus troublant de la rencontre a été quand j'ai appris que la fille n'avait que 13 ans. Je ne pouvais pas imaginer à quel point sa relation avec sa sœur devait être étrange. Peu importe à quel point les choses liées à ce mec étaient horribles, il a toujours réussi à se surpasser. Je suppose que les clichés étaient si populaires qu'il a franchi un nouveau palier et a commencé à vendre les vidéos de sa douche. Bien que j'ai eu la chance de ne pas voir ces atrocités, des gens qui les ont vues m'ont dit que plutôt que d'être des vidéos de tarés, le sujet était bien conscient qu'il était filmé. Je ne peux pas dire qu'elle était consciente que son frère le vendait par contre. Bien sûr, le sale petit secret de Jay ne l'est pas resté longtemps. Il n'a pas fallu plus d'1 semaine après le lancement de son projet de film pour qu'il soit arrêté. Le principal et les autres responsables de l'école ont eu vent de ses actions, et il a été amené pour être interrogé une fois qu'ils ont compris ce qui se passait sous leur nez. Les forces de l'ordre ont été informées. Heureusement, le reste m'est parvenu de bouche à oreille, alors prenez-le avec une pincée de sel. Selon certaines personnes, les relations entre Jay et sa sœur étaient encore plus choquantes qu'on ne le pensait. Elle admettait qu'elle et Jay entretenaient une relation physique depuis 3 ans. En plus de cela, ils ne vendaient pas seulement des vidéos à l'école, ils vendaient des vidéos bien plus explicites sur le web, croyez-le ou non. Du moins, c'est ce que j'ai entendu. Le moulin à rumeurs tournait à plein régime. Les disparitions soudaines de Jay a donné lieu à toutes sortes de théories et de suppositions. Ce que je sais, c'est qu'il est parti presque aussi vite qu'il est arrivé, et qu'il n'a pas manqué à grand monde. La même source qui m'avait renseigné auparavant
a affirmé qu'il avait fait quelques mois dans un centre pour mineurs et avait été relâché. En gros, une tape sur la main. Cependant, à l'époque, on se demandait encore à quel point les fédéraux allaient s'acharner sur lui. Malheureusement, la vie a continué, et je suppose que les gens ont oublié Jay, et je ne peux pas vous dire ce qu'il est devenu. Bien qu'il soit une personne dégoûtante, je me sens mal pour les autres, qui ont souffert à cause de lui. La tension autour de la situation a provoqué le divorce de ses parents. Mais la personne qui a le plus souffert est peut-être sa jeune sœur. Non seulement sa vie publique a été ruinée, mais elle a été obligée d'abandonner l'école, peu après que tout ait été révélé. Les abus qu'elle a subis de la part de Jay ont dû causer des dommages importants à long terme. Je prie pour qu'elle ait pu faire quelque chose de sa vie. Quant à Jay, je ne pourrais pas me soucier moins de comment il est. Les créatures comme lui ne changent jamais. Elles détruisent la vie de tous ceux qui les entourent, et le monde serait bien meilleur sans lui. J'ai fait la plus grande partie de ma scolarité dans une petite ville du sud de l'Oklahoma. Dans un endroit aussi peu peuplé, on apprend à connaître tout le monde assez vite. Quand on est enfant, cela peut être un gros casse-tête. Vous ne pouvez pas faire la moindre erreur sans que tout le monde le sache, y compris vos parents. Encore aujourd'hui, je peux vous dire le nom de la fille qui a mangé de la pâte à modeler au jardin d'enfants, et du garçon qui a fait pipi dans son pantalon en 3e année. Ce n'est pas une façon dont je voudrais que mes enfants grandissent. Néanmoins, même dans un endroit aussi petit, il y avait un enfant qui a réussi à vivre une seconde vie invisible, juste sous le nez des citoyens les plus curieux. Pour les besoins de l'histoire, je l'appellerai Elliot. Il était la dernière personne à qui on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait une vie secrète. Sa famille a dirigé la plus grande entreprise du comté pendant 100 ans. Si je me souviens bien, il avait même 2 oncles qui avaient siégé à la législature de l'État. Il avait été élevé pour être une personne qui réussit. Et en apparence, rien en lui ne donnait l'impression qu'il était autre chose. Tous les professeurs l'aimaient. Ses notes étaient toujours meilleures que celles des autres, et il n'hésitait jamais à se mettre au centre de l'attention. Même si tous les yeux du quartier étaient rivés sur lui, il avait une habitude dont personne ne se doutait. Elliot aimait regarder ce jeune homme propre sur lui. Le jeune homme sans prétention était un voyeur. Un voyeur si vous voulez. Bien sûr, personne ne le savait ou ne l'admettait du moins. Tout cela allait changer le soir du bal de fin d'année. Nos camarades de classe étaient tous sur le 31, attendant leur tour d'être pris en photo pour pouvoir se rendre à leur vraie destination, un hôtel local où les attendait un tas d'alcool bon marché. Normalement, Elliot aurait été l'un des rares à assister au bal avec sa petite amie. Au lieu de ça, alors que le reste de la ville avait les yeux rivés sur la fête, il se faufilait dans son quartier tranquille, à la recherche de quelque chose à voir. Juste avant 11 h, il est tombé sur la fenêtre ouverte d'une fillette de 10 ans. Il a ensuite raconté à la police que lors d'une expédition précédente, il avait remarqué les rideaux ouverts de la fillette. En s'approchant, il la regardait se déshabiller pour aller au lit. Et tout en sachant que c'était mal, il a réalisé pour la première fois qu'il était attiré par les très jeunes filles. Il a déclaré que cela le dégoûtait et a écourté son voyage nocturne. Cependant, à mesure que le temps passait, l'envie de revenir l'a envahi. À cause de toutes les personnes présentes dans les rues cette nuit-là, il n'a pas pu rentrer assez tôt pour revivre l'aventure précédente dans son esprit. Quand il est arrivé et qu'il a vu la fenêtre ouverte, une petite voix lui a dit d'entrer. La maison était sombre, tout le monde était déjà couché, donc personne ne le verrait. De plus, il voulait juste la regarder dormir, c'est tout. Et malheureusement, Elliot a écouté cette voix. Entrant aussi silencieusement que possible, il a traversé la pièce en direction du coin. Il était à quelques centimètres quand il a marché sur un jouet pour chien qui couinait. Apparemment, le bruit aigu a résonné dans la pièce. Il s'est figé et a prié pour que la fille ne soit pas réveillée. Et Dieu n'était pas du tout avec lui cette nuit-là. Elle s'est levée d'un bond dans le lit, comme si elle avait attendu un tel moment, et les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Elle a allumé sa lampe, et Elliot était complètement illuminé. La fille, terrifiée, s'est mise à crier, et Elliot savait qu'il n'avait que quelques secondes pour fuir. Il s'est retourné et a couru vers la fenêtre. Il n'était plus qu'à quelques mètres de là, lorsqu'une main puissante l'a attrapé par le col et l'a tiré vers l'intérieur. Il avait à peine touché le sol qu'une grêle de puissants coups de pied et de poing s'abattait sur lui. Le mieux qu'il ait pu faire, c'était se recroqueviller et encaisser les coups. Un moment plus tard, la violence s'arrêta et il sortit de son bras. L'observant de toute sa hauteur, il voyait ce qui supposait être le père de la fille. Le visage de l'homme l'a terrifié. Il n'avait jamais vu une telle colère jusqu'alors. La police est arrivée rapidement et en quelques minutes, Elliot était menotté. Il n'a pas fallu longtemps pour que toute la ville le sache. Bien qu'il n'ait fait que s'introduire dans une maison la nuit, le procureur a essayé de l'accuser de tous les crimes possibles,
même avec tout l'argent et l'influence de sa famille derrière lui. Il n'avait aucune chance qu'il s'en sorte indemne. Il avait bêtement parlé aux flics. Ils avaient ces mots à utiliser contre lui. Son avocat a pu convaincre le procureur d'abandonner la plupart des charges en échange d'un plaidoyer. En fin de compte, il a fait 13 mois de prison avec 5 ans de probation en plus. La durée de la peine ne signifiait rien. Sa vie et son taux étaient terminés. Après avoir été libéré, il est devenu un prisonnier dans sa propre maison. Il n'osait pas sortir. Il ne se passait pas un jour sans qu'une menace de mort ou un autre harcèlement n'apparaisse sur son téléphone. Au grand soulagement de tous, le jour où sa période de probation a pris fin, il a tranquillement quitté la ville au milieu de la nuit et on ne l'a plus jamais revu. Tout le monde à l'école savait que Natacha était différente. Je suppose que différent veut dire gentil. Quand vous vivez dans une ville où tout le monde autour de vous agit et ressemble à peu près à la même chose, une fille comme elle se démarque. Bien sûr, je devrais la décrire comme une fille gothique, si ce terme est encore utilisé. Sa peau avait un teint naturellement pâle, mais elle faisait tout pour qu'il ne devienne jamais plus foncé. L'ombrelle victorienne qu'elle portait partout avec elle empêchait tout rayon de soleil de toucher sa peau de porcelaine, comme si sa peau et son ombrelle centenaire ne la mettaient pas en valeur. Le choix de ses vêtements ne faisait que la rendre plus étrange aux yeux de tous. Je ne pense pas que Nodie, comme nous l'appelions, possédait une autre couleur que le noir, de ses cheveux noirs froids jusqu'à la pointe de ses bottes en cuir verni. Seule la couleur crayeuse de sa peau offrait un contraste. Si vous deviez le deviner, elle était calme et réservée. Vous ne seriez pas loin de la vérité. Quand elle parlait, c'était seulement en réaction aux remarques grossières d'un autre. Et même là, c'était une fille qui parlait peu. Elle avait un esprit tranchant. Il ne lui fallait pas longtemps pour remettre les gens à leur place. La plupart des gens n'ont jamais pu voir cette autre facette. Cette version de Nodie était terrifiante, et très probablement la cause de son futur comportement macabre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à prévenir mes lecteurs que si le fait que des animaux soient blessés vous déclenche ou vous énerve excessivement, arrêtez-vous ici. Même si j'essaierai d'être aussi familiale que possible dans mes descriptions, certaines choses doivent être dites. Vous avez été prévenus. Ceci étant dit, j'entre enfin dans le vif du sujet. Mais si je sais que toutes les personnes qui ressemblent à une coquine et qui s'habillent comme elle ne sont pas capables de faire des choses qu'elle a faites, je pense que ce look était le reflet de ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Je ne pourrai jamais excuser son comportement, mais venant de quelqu'un qui la connaissait assez intimement, elle a dû se battre avec ce mal en elle. La Nodie que je connaissais était une personne intelligente et sensible. Néanmoins, elle nourrissait une colère profonde qui l'a poussée à commettre une série d'actes impardonnables. Je n'ai jamais su exactement ce qui l'avait provoqué, mais je soupçonne que cela provenait d'une forme d'abus dont elle avait souffert. J'ai bêtement posé des questions sur son grand-père à une occasion. Cette question ordinaire de tous les jours a coûté une tirade de 30 minutes. On peut dire qu'il n'était pas une bonne personne. C'est probablement ce qui a conduit à sa compulsion à avoir du pouvoir sur un autre être vivant. J'étais déjà partie à l'école pour ma première année de collège. Nodie, qui avait 1 an de moins que moi, était en terminale. Nous étions toujours en bon terme après notre séparation, mais je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis quelques mois. Quand j'ai eu un moment de libre, j'ai appelé pour prendre des nouvelles. Sa mère a répondu au téléphone et m'a dit « Cela m'a naturellement surpris ». Ma surprise s'est vite transformée en inquiétude quand on m'a dit que Nodie n'était plus là. J'étais choquée et j'ai demandé ce qu'il s'était passé, m'attendant à ce qu'elle me dise qu'elle était décédée. Madame Ellis a déclaré que Nodie n'était pas morte, mais qu'elle ne serait plus jamais libre de me parler. Alors, elle a rapidement dit au revoir et a raccroché. J'étais confus et j'avais besoin de réponses. Alors j'ai appelé un ami qui était resté pour travailler. L'histoire que j'ai entendue m'est fait encore froid dans le dos aujourd'hui. Le père de mon ami était un policier à la retraite et avait encore beaucoup de contacts dans le département. Je savais qu'il saurait probablement ce qu'il s'était passé. Beaucoup de détails concernant sa punition étaient flous, mais pas l'horreur de ses crimes. L'histoire est la suivante. Peu de temps après notre séparation, les chats des gens ont commencé à disparaître. Ceux qui ont été retrouvés avaient le corps vidé de leur sang et étaient déchirés en morceaux. Au début, les morts ont été attribués à un coyote ou à des attaques de chiens sans qu'on ait retrouvé de sang sur les lieux. Mais cette théorie n'a pas tenu. Quelques personnes farfelues de la ville ont même affirmé que les décès étaient l'œuvre du chupacabra. Au final, 22 animaux ont été assassinés par le tueur de chats. Les propriétaires qui avaient autrefois laissé sortir leurs chats ont commencé à les garder à l'intérieur, et les voisins ont observé leurs concitoyens avec dégoût et méfiance. Plus tard, dans la soirée, le vrai coupable a été pris sur le fait. Un homme promenait son chien lorsqu'il a remarqué une voiture roulant doucement dans la rue.
Elle est passée devant lui plusieurs fois, mais il a supposé que le conducteur cherchait une adresse particulière. Cela a changé quand il a tourné dans une nouvelle rue et a vu le conducteur sortir et tenter d'attraper un chat. Lorsque le conducteur s'est rendu compte qu'il avait été vu, il est retourné à la voiture et s'est enfui, mais il était trop tard. L'homme a copié le numéro de la plaque d'immatriculation et l'a transmis à la police. Ces crimes qui n'avaient pas attiré l'attention de la police jusqu'alors a suscité beaucoup plus d'intérêt lorsque le propriétaire de la voiture a été découvert. Natasha n'était pas étrangère à la police. Elle avait eu beaucoup de nombreuses plaintes déposées contre elle dans le passé. La plupart n'étaient en fait que des accusations sans fondement de la part de personnes âgées qui se méfiaient d'elle, simplement parce qu'elle avait l'air différente. C'est une adoratrice du diable, et autres fantaisies tout aussi stupides. Cependant, elle a aussi été surprise une ou deux fois en train de voler à l'étalage. Heureusement pour elle, elle avait un mystérieux lien familial qui faisait tout disparaître. Les choses ne seraient pas différentes cette fois-ci. Bien qu'elle ait tout avoué aux flics qui l'ont souvent interrogée, avec des détails sanglants, elle a été relâchée sans aucune répercussion. En fait, la presse n'a même pas mentionné qu'un suspect avait été arrêté, bien qu'elle connaisse son nom et tout ce qui a été dit. C'était presque comme si rien de tout cela n'était arrivé. Les disparitions ont simplement cessé, et presque personne ne savait pourquoi. Au début, j'étais complètement sous le choc, mais avec le temps, tout a commencé à prendre sens. Noddy a toujours détesté les chats. Je n'ai jamais découvert pourquoi, mais quelque chose d'important avait dû se produire pour provoquer ce comportement. Et avant que quelqu'un me demande si elle a pris ce tournant sombre à cause de notre rupture, oubliez ça. Elle était plus qu'heureuse d'être libre à nouveau. En fait, j'ai peut-être été la seule chose qui l'a empêchée de prendre ce chemin plus tôt. Pour ce que j'en sais, ça avait déjà commencé avant notre séparation, et personne ne l'avait remarqué. Je suis déculpabilisée, mon ami. Pendant mes visites à la maison, le sujet a été abordé plusieurs fois. Un type a même dit qu'il avait entendu dire qu'elle avait bu le sang des chats. Elle n'avait pas l'air de faire quelque chose d'aussi fou, mais la fille que je connaissais aurait pensé que quelque chose d'aussi cérémonieux était stupide. Grâce aux rumeurs, j'ai fini par découvrir où elle était allée. Quelques jours après sa libération, elle a été envoyée dans un établissement psychiatrique de l'Ouest. Ce qui lui est arrivé après ça, je n'en ai aucune idée. Malgré les choses terribles et cruelles qu'elle a faites, je me surprends toujours à espérer qu'elle appelle de temps en temps. La plupart du temps, je veux juste entendre son explication. Que ce soit le cas ou non, j'espère qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin. Je détesterais savoir que les animaux de compagnie d'autres personnes pourraient être en danger parce qu'elle n'a pas pu résoudre les problèmes de son passé. Si elle me contacte, je posterai une mise à jour. Surveillez cette ligne et restez à l'écoute. Je suis tout aussi morbidement curieux que vous. C'était une nuit d'été ennuyeuse. Je venais de terminer mon année scolaire et j'avais beaucoup de temps libre. Je passais mes journées à faire du skateboard avec mes amis au parc. Le skate était ma passion à l'époque, et je passais pratiquement tout mon temps libre à le faire. Mais certains soirs, cependant, je m'ennuyais et je restais à la maison. Je n'ai jamais été un grand joueur, alors regarder mes séries préférées était mon passe-temps favori. Mais avouons-le, même votre série préférée, les activités deviennent ennuyeuses au bout de plusieurs jours. Mais une nuit en particulier, je repensais à une conversation avec un ami. Mon ami avait l'habitude d'aller sur le site Omegle et d'essayer de faire des farces aux gens. Il faisait souvent semblant d'être une fille en mettant du maquillage très bien fait par sa sœur. Les garçons de l'autre côté de l'écran étaient parfois excités et le complimentaient. Après avoir joué avec eux un peu, il révélait son vrai genre et montrait sa voix grave et virile. Ces histoires que mon ami a racontées étaient tellement hilarantes que j'ai décidé d'essayer Omegle moi-même. Au début, j'avais vraiment envie de rencontrer des gens en ligne et de voir où cela mènerait. Je sais que ça peut paraître cliché et trop romantique, mais j'étais un homme seul à cette époque. Je n'avais jamais eu de relation sérieuse auparavant. Je voulais tomber amoureux de quelqu'un. Je voulais m'attacher à quelqu'un. Malheureusement, Omegle m'a déçu assez rapidement. Chaque fois que j'essayais de faire la conversation avec quelqu'un, il me zappait. Parfois, je ne pouvais même pas dire un mot. J'en suis venue à la conclusion que peut-être il ne cherchait que des filles sur cette page. Après tout, tous les autres mecs avaient leurs pantalons baissés et montraient leurs parties intimes à la caméra. J'étais choquée et dégoûtée au début. Mais après avoir vu quelque chose 10 fois, on commence à s'y habituer. Mais à ce moment-là, il était 23h. J'ai décidé de laisser tomber les dernières personnes et de m'arrêter là. Mais alors que j'étais sur le point de le faire, j'ai rencontré quelque chose que je ne m'attendais vraiment pas à voir sur mon écran. La première chose que j'ai remarquée, c'était une grande table sur laquelle étaient étalées des armes à feu. Et derrière elle se trouvait un homme à l'allure étrange. Mon rythme cardiaque a commencé à s'accélérer.
J'ai compté environ 6 armes à feu sur la table. Que se passait-il? Pourquoi quelqu'un montrerait-il ses armes comme ça sur Omegle? Elles devaient être fausses, non? Pendant que je me posais cette question, j'ai concentré mon attention sur l'homme. Sa tête était en forme d'étoile et son visage en forme d'étoile. La pièce derrière lui était plongée dans l'obscurité et je ne pouvais rien voir d'autre que lui ainsi que ses armes. L'homme était assis sans bouger derrière sa table, les yeux grands ouverts. Il avait de longs cheveux noirs et toute sa tenue était sombre aussi. Il portait une sorte de tenue gothique. Même la peau autour de ses yeux était peinte en noir, presque comme une sorte de clown ou de joker, mais en niveau de gris. Son manque de mouvement commençait à jouer sur mon anxiété. Mais d'une manière ou d'une autre, j'attendais qu'il commence à bouger. La conversation, après une longue et embarrassante minute à se regarder fixement, il a finalement commencé à taper quelque chose sur son clavier sous la table. La curiosité serait un euphémisme pour dire ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais vraiment intriguée pour une raison quelconque. Qu'est-ce que ce type pouvait bien taper? Le texte disait « Bonjour, je vous choisis pour choisir mon destin. Nous allons jouer au fameux jeu appelé roulette russe. Mais cette version est un peu modifiée. Sur ma table, ici, j'ai 6 pistolets. 2 d'entre eux sont entièrement chargés et le reste est vide. Vous déciderez quelle gâchette je dois appuyer pour viser ma tête. On le fera 2 fois. Et si je survis, J'ai ri aux éclats en lisant ce message. Je suis pas un expert, mais les armes étaient clairement fausses. Il essayait vraiment très fort de me faire croire à cette farce. En repensant aux histoires d'un de mes amis sur Omegle, il a également mentionné des gens faisant des trucs comme ça. Donc, à ce stade, j'ai immédiatement su que c'était une farce. Et de mon point de vue, les armes ne semblaient pas assez brillantes pour ressembler à de vraies armes. J'ai regardé les armes et j'ai décidé de choisir celle de gauche. Je lui ai envoyé un message et il a choisi cette arme. J'étais encore plus excitée et intriguée et j'ai décidé d'aller plus loin. J'étais curieux de voir jusqu'où ce gars irait dans sa performance. Il a ensuite montré le pistolet à la caméra et a clairement montré tous les détails qu'un vrai pistolet aurait. J'ai enfin pu voir la brillance du métal du pistolet et j'ai été très impressionnée par le réalisme de l'arme. Il devait s'agir d'un accessoire de cinéma au moins. Malgré tout, je n'ai jamais envisagé, même dans mes rêves les plus fous, la possibilité que ce soit de vrais pistolets. Il a ensuite mis le pistolet sur sa tête, a fermé les yeux en appuyant lentement sur la gâchette. Le pistolet a juste fait clic. À ce moment, j'étais sûre à 100% que c'était soit de très bons faux, ou alors que tous de vrais pistolets, mais qu'ils étaient vides. J'étais impatient de choisir le prochain pistolet. Je voulais désespérément montrer à l'homme que je n'étais pas tombée dans le panneau. Nous avons ensuite répété le processus. Il m'a demandé de choisir une arme, et j'ai choisi celle du milieu. Il s'est mis à trembler comme une feuille. Il a pointé l'arme sur sa tête, mais cette fois-ci, il n'a pas réussi à s'en sortir. La fois suivante, c'était très différent. Il tremblait toujours et on aurait dit qu'il voulait essayer de poser son arme. Pendant 1 seconde, il a hésité à appuyer sur la gâchette. Il lui a fallu environ 2 minutes pour finalement rassembler son courage. Je n'ai même pas cligné des yeux ou tressailli. À ce moment-là, j'étais juste stupéfait du jeu de cet homme. Ses tremblements et ses frémissements semblaient presque authentiques. Mais ensuite, c'est arrivé. Il a appuyé sur la gâchette et j'ai pu voir sa tête se détacher et beaucoup de sang gicler dans la pièce. Quelques gouttes ont éclaboussé la caméra. Heureusement, cela a brouillé l'horrible vision de ce qui restait de sa tête inférieure. Mais même à travers le sang, je pouvais voir ses muscles commencer à se contracter et avoir des spasmes. Après quelques secondes de plus, ils ont définitivement cessé de bouger. J'ai immédiatement détourné les yeux. Je me disais qu'il était impossible que ce soit réel, mais je commençais à croire qu'il ne faisait pas semblant. Le sang avait l'air trop vrai, et il était impossible que cet homme ait fait semblant de se faire exploser la tête. J'ai fermé les yeux et je les ai ouverts plusieurs fois pour voir si le corps était toujours là. Ma crise d'angoisse était à son comble. Une partie de moi attendait que l'homme se remette à bouger, en espérant qu'il s'agisse d'une sorte d'animation 3D, et l'autre faisait terriblement face à la réalité. Mais son corps n'a jamais bougé. J'ai décidé de rester sur la page aussi longtemps que possible pour voir si le corps allait au moins, peut-être, essayer quelque chose. Peut-être que quelqu'un chez lui entrerait dans la pièce et l'emmènerait rapidement dans un hôpital. J'étais dévastée, mais à ce moment-là, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Je me suis précipitée dans les toilettes et j'ai commencé à vomir. J'ai passé 20 bonnes minutes avant de revenir dans ma chambre et de rouvrir lentement mon ordinateur. Je voulais juste me réveiller de ce cauchemar, mais c'est alors que j'ai compris.
Je venais d'être témoin du suicide de quelqu'un. J'ai eu l'idée de crier dans mon microphone, ou peut-être d'alerter quelqu'un dans son appartement ou sa maison, d'essayer de me débrancher et de voir si cela faisait quelque chose. Peut-être que quelqu'un était dans le coin et pouvait l'aider. J'ai essayé de rouvrir Omegle, mais à ce moment-là, Omegle m'avait déjà assigné un nouvel inconnu. Alors j'ai décidé d'essayer de dormir, en espérant effacer tout cela de ma mémoire. Je ne pouvais évidemment pas le faire, je ne pouvais pas aider cet homme de toute façon. Je ne connaissais ni son nom ni sa localisation. Après environ une semaine, j'ai enterré ce souvenir au fond de mon esprit. Je ne l'ai jamais dit à mes parents ni à personne d'ailleurs. J'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas réussi. J'avais trop honte, j'avais trop peur, j'étais trop embarrassée. 4 ans plus tard, je pense encore de temps en temps à cet incident. Peut-être que si je l'avais cru, peut-être que si je l'avais écouté, j'aurais pu l'en dissuader. Mais je ne peux pas changer le passé. Je dois essayer d'oublier tout ça. Il n'y a rien que je puisse faire. Les gens me demandent souvent pourquoi je suis paranoïaque quand je vais sur Internet, surtout à notre époque. Ce que je vais vous raconter devrait répondre parfaitement à cette question. Cette histoire s'est déroulée il y a environ 3 ans. C'était un vendredi soir, et alors que je devais normalement être avec des amis, je me suis retrouvée à la maison. C'était une période étrange de l'année. Mes amis semblaient être soit occupés, soit malades. Tout n'était pas si terrible cependant. Je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir fait. De temps en temps, j'apprécie avoir du temps pour moi. J'ai naturellement sauté sur mon ordinateur et commencé à surfer sur le web. Ce n'était pas très productif, mais cela m'a beaucoup aidé à me détendre. Cependant, après 1 heure ou 2, mon ennui a commencé à atteindre son paroxysme. Je ne savais plus quoi faire, ni sur quel site aller. Mais je me suis souvenu d'un site sur lequel mes amis et moi avions déjà l'habitude d'aller il y a quelque temps. Omegle existait depuis un bon moment déjà, mais je n'y étais pas allée depuis un bon bout de temps. Je trouvais le concept un peu idiot à mon âge. Mais avec tout ça, l'ennui a vraiment commencé à me gagner. Je me suis dit, au diable. J'ai ouvert Omegle et à mon grand étonnement, rien n'avait changé. C'était comme d'habitude. Je rencontrais des gens au hasard, par texto ou vidéo. Cela n'avait vraiment pas la même excitation qu'il y a quelques années, mais je suis pas vraiment sûre de savoir pourquoi. La première personne sur laquelle je suis tombée avait un sourire presque contagieux. Ses dents étaient entièrement visibles, et honnêtement ça m'a pris au dépourvu. Au début, inutile de dire qu'il semblait vraiment heureux de quelque chose, et ça m'a intriguée. Pour une raison quelconque, non seulement j'essayais de ne pas ruiner la très bonne humeur de cet homme, mais je trouvais vraiment intéressant de voir un sourire comme celui-là. « Quoi de neuf, mec ?» j'ai dit poliment en essayant de faire comme lui. Il y a eu une légère pause dans l'interaction, puis l'homme souriant a dit d'une voix froide et séduisante « Eh bien, bonjour étranger. Normalement j'aurais demandé comment vous allez, mais... Vous semblez passer une excellente journée ?» ai-je répondu en plaisantant. L'homme a gloussé et a continué. « La vie est trop courte pour être malheureux. On ne sait jamais quand les choses peuvent prendre un tournant. Cela vaut-il la peine de regarder en arrière et de se souvenir seulement de vous en train de froncer les sourcils ?» Ça a pris une tournure vraiment profonde, mais je suppose que le gars avait raison. Il n'y a aucun intérêt à bouder constamment. Maintenant, voulez-vous rencontrer un ami ? L'homme souriant a alors fait apparaître une personne portant un masque. La personne semblait grande et maigre, et le masque était blanc. La seule chose que je pouvais voir sur la personne masquée était une partie de ses yeux, mais ce n'était même pas la partie effrayante. La personne dont le masque semblait terriblement molle, essentiellement l'opposé de l'homme souriant. « Maintenant, il n'y a pas à avoir peur, » a dit l'homme souriant, reconnaissant le choc sur mon visage. « C'est une sorte de blague de mauvais goût ?» ai-je demandé. « Allons, ce n'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un qu'on vient de rencontrer, » a répondu l'homme. Je suis resté silencieux. Une partie de moi voulait croire que c'était une sorte de farce, mais quand le sourire de l'homme est passé de bonheur à un rictus de malade, j'ai su que quelque chose de sinistre se passait. Ma peur s'est transformée en irritation, alors que l'homme continuait à sourire et à tenir cette personne molle sur l'écran. J'ai fait plusieurs captures d'écran et j'ai dit à l'homme d'arrêter sa blague, ou bien je le dénoncerai à la police. Mais l'homme a continué à sourire. Juste au moment où ma main allait vers le bouton d'échappement, l'homme m'a arrêté. Pas si vite. « Tu vas vraiment essayer de t'en sortir par la parole ?» j'ai demandé à l'homme avec colère. L'homme a continué avec son sourire de fou. Et il a plaqué un morceau de papier devant l'écran. C'était flou au début. Mais j'ai essuyé mon écran et laissé la webcam se recentrer. J'étais en état de choc. Mon visage a pâli pendant que je lisais le journal. Une fois de plus, c'était mon adresse. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Mon adrénaline était à son comble. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire ensuite. Dois-je continuer à le faire patienter ? Je me suis précipitée dans les escaliers
et j'ai vérifié que mes portes d'entrée et de sortie étaient bien fermées. Certains de mes volets étaient ouverts, mais il n'y avait pas d'autres fenêtres. J'ai pris un couteau dans la cuisine et j'ai couru jusqu'à la salle de bain la plus proche. J'ai jeté la chaise que j'avais contre la porte de la salle de bain et j'ai essayé de la bloquer. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la police. La police était occupée à d'autres choses, car il était tard et c'était vendredi soir, mais ils allaient essayer d'envoyer une unité chez moi dès que possible en raison de la nature de l'urgence. Mais alors que l'opérateur était au téléphone avec moi, j'ai entendu mon portail arrière s'ouvrir. Ce portail n'était jamais utilisé. Il restait toujours verrouillé. J'ai demandé à l'opératrice si les flics étaient déjà arrivés chez moi. Elle m'a répondu que l'unité la plus proche se trouvait encore à 5 ou 10 minutes. J'ai fini par prendre une décision. J'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain et j'ai sauté par-dessus. J'ai atterri de la manière la moins gracieuse possible. Les craquements des feuilles sous mes pieds auraient certainement alerté l'intrus. C'était maintenant ou jamais. J'ai couru plus vite que je ne l'avais jamais fait. Mon côté le plus logique me disait que j'aurais dû au moins regarder en arrière pour voir s'il était venu seul, ou comment ils étaient arrivés chez moi. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Après ce qui semblait être plusieurs minutes de sprint frénétique, je suis finalement arrivée à une intersection. Il n'y avait évidemment pas de voiture ou de personne à cette heure-ci, mais au moins j'étais devant un feu de signalisation avec des caméras et des lampadaires. J'ai expliqué aux flics tout ce qui s'est passé quand je suis arrivée. Je leur ai même montré les captures d'écran. Ils ont réussi à identifier l'homme comme quelqu'un qui venait de sortir de prison pour un petit vandalisme. Ils ne l'ont jamais soupçonné de faire quelque chose comme ça. Je leur ai posé des questions sur la personne masquée et sur son état de santé. Ils m'ont expliqué, mais en essayant de garder un ton neutre. La dimension de l'homme masqué semblait bizarre. Ils ne savaient toujours pas si la personne était inconsciente ou morte sur la vidéo. L'homme souriant a enregistré mon adresse IP pendant tout ce temps. Il a réussi à retracer des paquets de vidéos jusqu'à ma maison. La police essayait toujours de comprendre si c'était l'homme lui-même ou quelqu'un d'autre qui était venu chez moi. Notre échange a alors été interrompu par l'un des enquêteurs qui nous a remis un morceau de papier dans un sac de preuves. L'officier avait l'air tout aussi perplexe que moi. J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» La police a d'abord hésité à me le montrer. « Écoutez, c'est ma maison. Ok, vous devez me montrer ce que vous regardez tout de suite. » J'ai répondu avec colère. L'homme m'a alors montré le morceau de papier et mon cœur s'est effondré. Sur le papier, on pouvait lire « C'était sympa de te rencontrer » avec un smiley à la fin. Dans la vie, je suis toujours considérée comme quelqu'un de plutôt chanceux, mais l'histoire que je vais vous raconter a définitivement changé la donne. Je suis étudiant à l'université, et à l'époque c'était ma 2e année. Je me considère comme quelqu'un d'ordinaire, je fais juste ce que j'ai à faire et je mène une vie normale. J'avais des amis, de bonnes notes et quelques loisirs. J'étais vraiment quelqu'un de normal. Sachant tout cela sur moi, maintenant, je ne m'attendais vraiment pas à ce que les choses traumatisantes se produisent. Les gens ordinaires comme moi n'attirent généralement pas l'attention négative ou le drame. C'était le week-end qui poursuivait les examens. Et nous étions tous ravis. Notre semestre avait été long et difficile. Nous étions tous prêts à faire une pause. Mes amis et moi venions de féliciter nos amis de classe supérieure. Ils étaient diplômés cette année-là. Nous nous sommes détendus avec les aînés, nous avons fait nos adieux et nous sommes retournés dans ma chambre. À l'époque, ma chambre était équipée d'un grand écran et de haut-parleurs. Cela signifiait que mes amis et moi pouvions souvent regarder des vidéos ensemble en ligne, ou faire d'autres choses. Cette nuit-là, pendant que nous voulions essayer Omegle était un site bizarre. Il était soit composé de jeunes enfants, soit de vieux hommes montrant leur bazar devant la caméra. Mais parfois, on rencontrait aussi des gens sympas, où on s'amusait à troller les gens bizarres. Dans la pièce, il y avait moi, mon amie Sophia, Lucie et Emily. Nous avons lancé Omegle et commencé à faire défiler les gens. Au début, rien ne sortait de l'ordinaire. Il n'y avait qu'Emily et moi, défilant, tandis que Lucie et Sophia étaient en arrière-plan. Nous avons rencontré un mélange habituel de bizarres et de gens cool, mais cela ressemblait juste à une autre nuit avec les filles. À un moment donné, cependant, nous avons rencontré un homme assez âgé. Il n'était pas vraiment bien soigné et semblait être dans une pièce miteuse. Je veux dire qu'il avait près de 40 ans, mais rien de tout cela n'était vraiment anormal, c'était juste un autre vieil homme effrayant sur Internet. L'homme a examiné mon écran et a commencé à sourire bizarrement. C'est quoi ce sourire? Il a regardé un peu plus dans la pièce et a répondu « Oh, rien, j'étais juste un peu de temps en ligne. » À ce moment, nous étions tous sur la même longueur d'onde. Nous pensions tous à des choses bizarres et sarcastiques à lui dire pour le mettre mal à l'aise. Je veux dire, après tout, Omegle était fait pour troller les gens. « Jolis cheveux, Sophia !» remarqua sarcastiquement l'homme. Il semblait avoir une chevelure très inégale et était presque entièrement chauve sur sa tête. «
Vous êtes une jeune femme amusante, a continué l'homme, mais je suis plus concentrée sur ce qu'il y a derrière vous. Nous avons regardé derrière nous, et Lucie était dans la rue. Lucie était une jeune femme très attirante, et des hommes qui la draguaient au hasard, c'était quelque chose. On était tous trop habitués à ce stade. Sans se laisser impressionner par le comportement de l'homme, on a répliqué par une autre réponse sarcastique. « Vous êtes intéressé par ce qu'il y a derrière nous? Vous voulez dire le bureau? Oh, c'est juste un bureau ordinaire. Il est venu avec un dortoir. Vous aimez les tables ou autre chose ?» Nous avons toutes commencé à rire aux commentaires d'Émilie, mais l'homme a souri et a poursuivi sa pensée. « Vous êtes très drôle, mais je parle de la fille qui est tout au fond à droite. »« Désolée, pas intéressée, » répondit immédiatement Lucie. Mais l'homme continua. « Écoutez-moi, jeune femme. Vous voyez, vous n'avez jamais eu affaire à un vrai homme. Tu ne sais pas ce que c'est la vraie romance, mais je peux te le montrer. » Nous nous sommes toutes regardées d'un air absent, puis nous avons éclaté de rire. Nous avions déjà toutes eu de vieux hommes bizarres qui nous avaient dragués en ligne. Mais ce type pensait vraiment qu'il avait une chance avec Lucie. Quand nous regardons en arrière à l'écran, l'homme avait l'air furieux. Son premier sourire en coin avait complètement disparu. Il a commencé à parler de lui donner une leçon et s'est assuré que nous comprenions qu'il était sérieux. À ce moment-là, nous avons fini de nous moquer de cet homme. Nous sommes passés à la personne suivante, en pensant à quel point il était mauvais perdant. Nous avions déjà rencontré des gens bizarres, mais ce type ne pouvait vraiment pas supporter le rejet d'une fille en ligne. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'Émilie. Apparemment, il y avait eu une fête de taille assez décente pour commémorer la fin de l'année. Elle a eu lieu la nuit avant le jour du déménagement, comme d'habitude, et elle semblait avoir beaucoup de succès sur les médias sociaux. Mais celle-ci était un peu différente normalement. Les étudiants trouvent une sorte de maison ou de dortoir pour accueillir ces fêtes, mais les dernières fêtes qui avaient fait ça avaient été arrêtées par la police assez rapidement. Alors quand les flics se sont montrés, la fête a été annulée. En bas, afin d'empêcher ça, ils allaient faire une fête dans les bois, dans un camping proche. Très probablement aussi sommaire que cela puisse paraître, ce n'était en fait pas anormal dans notre université. Mon université est proche d'un ensemble de campings assez célèbre. C'était un peu proche des bois et il était en fait courant pour des gens d'emmener quelques lumières et un haut-parleur sur des sentiers de randonnée à l'écart de la ville pour organiser des fêtes. C'était un excellent moyen d'éviter le bruit, les plaintes de la police, et compte tenu du fait que la fête se répandait sur les médias sociaux comme une traînée de poudre, nous savions qu'il y aurait déjà beaucoup d'autres personnes là-bas. Donc vraiment rien à craindre. Sachant que cela avait déjà été fait auparavant, Lucie, Sophia, Émilie et moi nous sommes rapidement préparés pour la fête. Nous n'arrêtions pas de nous moquer de l'homme de tout à l'heure. Nous nous moquions tout le temps des gens en ligne. Mais sa réaction était tout bonnement impayable. Nous avons conduit jusqu'à la forêt et nous nous sommes dirigés vers le sentier. Il était tard dans la nuit, mais il y avait beaucoup de monde. Nous sommes finalement arrêtés au camping et il y avait déjà un feu. Dans l'un des stands, il y avait beaucoup de monde et la musique était déjà à fond. Nous sommes tous entrés et avons commencé à parler aux gens. Lucie s'est séparée en premier et a rencontré un homme. Il était grand et portait un pull gris. Le gars était plutôt mignon, et j'ai fait confiance à l'instinct de Lucie pour être en sécurité. Après tout, nous étions entourés de beaucoup de gens. Il n'y avait pas grand-chose que le type puisse faire. Je me suis retrouvée à parler avec un mec mignon qui s'appelait Joey, et qui avait l'air plutôt cool. Nous avons fini par échanger nos numéros sur les réseaux sociaux. Tard, j'ai commencé à rassembler tout le monde pour que nous puissions rentrer à notre appartement. Je ne voulais pas y arriver le lendemain matin ou quoi que ce soit d'autre. J'ai réussi à joindre Sophie, puis Émilie un peu de temps après. Mais Lucie était introuvable. J'ai demandé à Joey s'il l'avait vue, mais il n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Plusieurs minutes se sont écoulées pendant lesquelles nous avons cherché dans la fête, et nous ne l'avons toujours pas trouvée. Nous avons essayé de lui envoyer des textos et de l'appeler à plusieurs reprises, mais son téléphone se mettait systématiquement sur répondeur. Lucie décrochait toujours, surtout quand c'était nous. Nous avons cherché encore plus loin, et il n'y avait toujours aucun signe d'elle. Les choses commençaient à devenir vraiment effrayantes. Il était très tard, et les gens commençaient à quitter la fête. Mais malgré le nombre réduit de personnes, nous n'arrivions toujours pas à joindre Lucie. J'ai essayé de rester calme, mais Sophie et Émilie commençaient vraiment à paniquer. Nous voulions supposer qu'elle était partie chez un mec, mais cela n'expliquait toujours pas qu'elle ne décrochait pas son téléphone. J'ai même essayé de contacter ses autres amis pour voir si elle était revenue sur le campus, mais d'après ce qu'ils m'ont dit, ça ne semblait pas être le cas. Sophie, Émilie et moi sommes retournés à contre-cœur à notre voiture. Nous voulions voir si elle nous y attendait. Mais à notre grande horreur, elle n'y était pas non plus. Nous avions honnêtement l'impression d'être à court d'options. En fin de journée, Lucie avait mystérieusement disparu et avait été aperçue pour la dernière fois dans les bois. J'étais le plus sobre. J'ai donc déposé Sophie et Émilie à l'université et j'ai conduit jusqu'au poste de police. J'ai fait un rapport à la police et pendant ce temps, Émilie a continué à chercher Lucie dans l'université. Comme je racontais de plus en plus ce qu'il s'était passé à la police, ils ont commencé à réaliser que ça pouvait être sérieux. Ils ont estimé que c'était un motif suffisant pour commencer une recherche complète de Lucie.
Il n'y avait rien que je puisse faire, donc j'ai retrouvé Sophie et Emily à l'université. Nous avons essayé de faire de notre mieux pour dormir ce soir-là. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la station. J'ai décroché frénétiquement pour voir s'ils avaient des nouvelles. Je voulais savoir où était notre amie, ce qui avait pu lui arriver. Et là, disons que mon cœur s'est effondré. Lucie avait été retrouvée morte dans les bois avec de multiples coups de couteau sur le corps. Son corps avait été retrouvé non loin de la fête dans la forêt. La police pense qu'elle aurait pu être traînée dans les bois dans l'obscurité, ses cris étouffés par la musique forte et les gens. Sophie a commencé à sangloter, et Emily et moi sommes restés là, les visages pâles d'incrédulité. Les flics n'avaient toujours pas trouvé le coupable, mais je sentais que j'avais un indice. Je me souviens de Lucie flirtant avec ce grand homme. Je sentais que ça devait être lui. Une autre journée horrible a passé, et finalement on m'a demandé d'aller au poste de police pour un peu plus d'interrogatoire. Il s'avère qu'ils pensent avoir trouvé leur coupable. J'étais furieux. J'étais sur le point de voir la personne qui m'avait enlevé mon ami pour toujours. J'ai réalisé que j'étais peut-être, ou peut-être pas à l'école avec cet homme pendant tout ce temps. Cette pensée m'a dégoûtée. Mais d'une certaine manière, c'était encore pire que je ne le pensais quand ils ont sorti le tueur. C'était le vieil homme d'Omegle. Comment cet homme nous avait-il trouvés? Comment tout cela avait-il pu se produire? Mais c'est alors que ça m'a frappé. Pendant l'appel Omegle, Lucie portait un badge d'un événement auquel elle avait assisté auparavant. Elle portait aussi le sweatshirt de notre école. Les flics ont cru que l'homme avait réussi à la retrouver sur les réseaux sociaux et à retrouver la fête à laquelle nous allions. Et une fois qu'il l'avait retrouvée, il avait liké et commenté ses posts sur les réseaux sociaux. Ça m'a rempli de rage et de désespoir, des pieds à la tête. Ce sale type en ligne avec qui nous sommes embrouillés, il a vraiment été à la hauteur de ses menaces. Je n'ai même pas pu dire au revoir à Lucie. Je ne pouvais pas y croire. S'il y a quelque chose que je veux que vous retiriez de tout ça, c'est de faire attention à qui vous rencontrez et de qui vous vous moquez en ligne. Des choses inimaginables peuvent toujours arriver. C'est pas vraiment qui a eu l'idée en premier, mais à la fin de la journée, nous avions planifié la destination et la date. Bien que j'ai fait du camping de nombreuses fois auparavant, je suis presque sûre que ni Chuck ni Glenn n'en avaient fait. Ils étaient entrés dans la famille tard dans la vie et mon beau-père était déjà mort à ce moment-là. Il avait été le gars qui aimait le camping. Mon beau-père, pas tant que ça. Ne vous méprenez pas, c'était un grand homme, mais le plein air n'a jamais été son affaire. La liste des fournitures nécessaires au voyage a été dressée et suivie à la lettre, y compris les 4 caisses de bière, peut-être la plus importante de toutes les marchandises. Nous avons chargé le matériel et étions prêts à partir à l'aube le lendemain matin. Au moment de prendre la route, nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait, et de la façon dont cela affecterait notre lien avec l'autre, un lien que nous croyions autrefois incassable. Le trajet de 3 heures s'est déroulé sans incident et dans le calme. J'ai été heureux de voir à quel point les environs étaient secs. Allumer un feu, bien que ce ne soit pas difficile pour moi, n'était pas mon point fort, et je savais qu'aucun de mes frères n'avait jamais brûlé plus qu'une cigarette. J'ai apporté de l'essence et un briquet par sécurité, mais je n'en ai jamais eu besoin. Pendant que je travaillais sur le feu, Chuck et Glenn ont utilisé les connaissances qu'ils avaient acquises en regardant des vidéos YouTube pour monter la tente. J'avais fait exprès de prendre la tente la plus facile que je pouvais trouver. Pourtant, il a fallu près d'1 heure avant qu'ils ne la montent. Le feu était déjà chaud quand ils m'ont rejoint. J'avais enterré les pommes de terre dans les braises, préparé les steaks à cuire et j'en étais déjà à ma 2e bière. Les steaks n'ont pas mis longtemps à cuire et à la tombée de la nuit, nous étions assis devant un délicieux repas. Après le dîner, le vrai camping a commencé. J'avais choisi de camper au milieu de nulle part exprès. Je savais que nous serions odieux et bruyants quand nous serions ivres. Et plus important encore, j'aime faire de grands feux de joie et mettre ma musique à fond. Vous ne pouvez pas faire ça avec d'autres personnes autour de vous. Cette soirée s'est avérée être une explosion. On a bu 2 caisses et on n'a pas perdu connaissance avant l'aube. C'était quelque chose que j'avais besoin de faire depuis longtemps, et malgré la gueule de bois, j'ai pris ma décision à ce moment-là. C'était quelque chose que nous allions faire beaucoup plus souvent. Quand je me suis enfin extirpée de mon sac de couchage, il était midi passé. Chuck et Glenn étaient déjà réveillés et assis près d'un feu froid. Ils avaient tous les deux une bière à la main et semblaient heureux de me voir. Je leur ai demandé ce qui se passait avec le feu et Chuck a marmonné quelque chose à propos de l'impossibilité de le rallumer. Ça m'a fait bien rire. Je me suis dirigée vers la ligne des arbres et j'ai pris une brassée de bois. Quand je suis revenue, je l'ai posé sur les charbons morts et j'ai soufflé dessus. Les charbons se sont rallumés et le feu a repris en quelques minutes. Puis je suis allée chercher de l'eau au ruisseau. L'expression de leur visage était inestimable. La mâchoire de Chuck était ouverte et je pouvais voir que Glenn avait hâte de me demander comment j'avais fait.
Pendant que j'attendais que l'eau bout, j'ai préparé des œufs et des pommes de terre et nous avons pris le petit déjeuner avec une tasse de café. Une fois que j'ai mangé, je me sentais beaucoup mieux et j'ai suggéré que nous allions pêcher. Nous ne sommes pas rentrés au camp avant la nuit. Malheureusement, personne n'avait attrapé quoi que ce soit que nous puissions garder. Mais je pouvais dire que Chuck avait déjà attrapé un bon coup. J'ai fait cuire ce qui restait du steak et après nous avons commencé à finir ce qu'il restait de bière. Cette soirée était beaucoup plus calme que la précédente. Je n'avais pas envie de faire un grand feu. Ce serait seulement plus difficile pour moi de l'éteindre complètement avant de partir pour la maison. La majeure partie de la nuit, nous avons parlé tous les trois de choses sans importance comme les filles et le travail. Vers 2 heures du matin, nous avons décidé de nous coucher, la bière étant depuis longtemps consommée. Mon dernier souvenir est celui de Chuck sortant pour aller pisser. Il avait bu beaucoup plus que Glenn et moi. Il est tombé plusieurs fois en essayant de sortir de son sac, mais a fini par sortir de la tente. J'ai dû m'évanouir juste après. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que le soleil commençait déjà à briller à travers les arbres. J'avais eu une folle envie de pisser, alors j'ai tâtonné en essayant de ne pas réveiller les 2 autres. Alors que je défaisais la fermeture de ma tente, une étrange odeur de brûlé, semblable à celle de la viande brûlée, m'a frappée. Je me suis dit que l'un des gars ou les deux étaient déjà debout et brûlaient notre petit déjeuner. J'ai regardé derrière moi et seul Glenn était encore endormi. Chuck devait être celui qui cuisinait, et il était vraiment nul à ça. Je suis sortie en rampant avec un sourire en coin et une remarque intelligente pour lui. J'ai levé les yeux, m'attendant à voir mon frère brûler de la nourriture, mais j'ai été confrontée à un spectacle bien plus grave et horrible que je n'aurais jamais pu imaginer. Le feu était éteint, et Chuck n'était nulle part. L'aube était encore trop faible pour distinguer le grand objet posé sur les charbons morts. Je me suis approchée de quelques pas, et j'ai été pleinement frappée par l'odeur de brûlé. Puis tout à coup, j'ai réalisé. Ce que je voyais, c'était Chuck, allongé face contre terre, dans un coin de feu froid, et il ne bougeait plus. Sans réfléchir, j'ai attrapé son corps et je l'ai retourné. Mais tout ce que je voyais était noir et sentait une terrible brûlure. J'ai commencé à crier pour Glenn, et comme il ne répondait pas immédiatement, j'ai couru dans la tente, puis je l'ai secoué. Il était réticent au début, mais quand je lui ai crié que Chuck était mort, il s'est redressé, et il m'a demandé de répéter. Tout ce que je pouvais faire, c'était de pointer du doigt les restes de feu et l'horrible vision que le soleil rendait plus claire à chaque minute. Il s'est envolé de la tente d'un seul coup et s'est retrouvé presque face à face avec le corps carbonisé de notre frère mort. Je me tenais derrière lui et en silence, les yeux fermés, Glenn est tombé à genoux et a commencé à gémir. À ce moment-là, je voulais être n'importe où sauf là. Le son des baleines obsédantes de Glenn et l'odeur horrible qui imprégnait l'air étaient pires que n'importe quel cauchemar que j'aurais pu imaginer. Une brise froide soufflait sur moi, et c'est là que j'ai réalisé que je m'étais pissée dessus. Mais ça n'avait pas d'importance. À chaque seconde, la vue devenait plus claire, et j'étais trop terrifiée pour ouvrir les yeux. Ce n'était pas la façon dont je voulais me souvenir de Chuck. J'ai fini par ramper jusqu'à la tente et me mettre à pleurer. Cela a continué pendant Dieu sait combien de temps, jusqu'à ce que je me dise que je devais appeler les secours et leur faire savoir ce qu'il s'était passé. Ils sont arrivés environ une demi-heure plus tard. Quand le coroner est parti avec son corps, j'ai rassemblé le courage de sortir. Glenn parlait à l'un des officiers. L'odeur était encore si forte que j'ai commencé à avoir des hauts le cœur et à me retirer dans la tente. Peu après, un autre officier m'a rejoint à l'intérieur et nous avons parlé des voyages et des événements de la nuit précédente. Rien de particulier. Il est parti environ 20 minutes plus tard avec les autres officiers. J'ai commencé à démonter le camp et Glenn m'a rapidement rejoint. Pendant que nous travaillions, rien n'a été dit entre nous. Je me déplaçais aussi vite que possible, espérant être bientôt loin de la terrible odeur de chair brûlée de mon frère. En y repensant maintenant, je reconnais que j'ai pu paraître un peu froid et insensible. Pour ma défense, j'étais l'aîné, et j'avais la responsabilité de prévenir le reste de la famille. Je savais que notre mère allait être anéantie, et je voulais lui annoncer la nouvelle avant qu'elle ne l'apprenne par les médias. Pour ce qui est de Glenn, je ne peux pas dire ce qu'il ressentait ou ce qu'il pensait. Personne n'a le droit de dicter à un autre comment gérer son chagrin, surtout dans une circonstance comme celle-ci. Le dire à maman était aussi mauvais que je l'avais imaginé. Elle a toujours voulu une grande famille. Quand papa est mort, elle a cru que son rêve était terminé. Mais quand elle a rencontré mon beau-père et qu'il a parlé d'adoption, elle a été folle de joie. Chuck et Glenn étaient de vrais frères, avec environ 2 ans de différence. Maman les a trouvés au début de l'adolescence. Les garçons de leur âge sont généralement difficiles à adopter, mais Mohamed a eu le coup de foudre pour eux. Je les ai toujours considérés comme mon sang, comme le reste de ma famille. Glenn et moi sommes restés très proches d'elle pendant un certain temps, sachant combien la perte de Chuck a été difficile pour elle. C'était le premier cas. J'ai commencé à avoir le sentiment que Glenn avait des soupçons à mon égard. Rien n'a été dit, mais je l'ai surpris à me regarder avec son habituel regard interrogateur, plusieurs fois au cours de ce mois.
Et au fur et à mesure que les mois passaient et que de plus en plus de questions étaient soulevées, beaucoup plus que je ne voudrais en mentionner ici, j'ai toujours pensé que Chuck s'était évanoui, avait trébuché ou était tombé dans le feu, le tuant. Il avait été beaucoup plus ivre que nous. Cependant, quand les résultats sont revenus du médecin légiste, certaines choses étaient fausses. Les bleus, par exemple. Le dos de Chuck en était couvert. Le fait est que Chuck jouait au rugby avec des gars de son école depuis de nombreuses années. De plus, son crâne était fracturé, un signe inquiétant. Mais même les médecins ont dû admettre que ce genre de choses arrive dans un incendie. Un crâne éclate ou se fissure sous l'effet de la chaleur. Des faits horribles à entendre, je suis d'accord. Mais pour une raison quelconque, ils ont cimenté les soupçons dans l'esprit de Glenn. J'ai beau essayer de lui montrer, ce n'est pas le bon moment pour être séparés. Il s'est convaincu que j'avais quelque chose à voir avec la mort de notre frère. J'ai eu mes propres réserves envers Glenn et sa relation avec Chuck plus d'une fois. Je les ai vus se disputer à propos de quelque chose, mais ils se sont arrêtés dès que je suis entrée dans la pièce. J'ai mes propres soupçons, oui, mais ce n'est pas le moment de fracturer la famille. Notre mère a besoin de nous plus que jamais en ce moment. Si elle se rendait compte de la méfiance entre nous, ça ne lui briserait pas seulement le cœur, ça pourrait même la tuer. Dans un futur proche, je vais faire de mon mieux pour nous réunir. Si ce n'est pour le bien de notre mère, peut-être pour celui de Chuck. De mon côté, je vais continuer à creuser sur le désaccord entre les deux frères. Et si cela a conduit à la mort de Chuck, même si cela donne quelque chose de terrible, une vérité dont je ne veux pas être conscient. Je lui dois bien ça, après tout. Chuck était aussi mon frère. Ma vie en grandissant était loin d'être bonne, à part les abus physiques constants. Bien qu'il y ait eu cela aussi, mes parents m'ignoraient la plupart du temps. Tous deux avaient des problèmes d'alcool. Ma mère ne travaillait qu'à temps partiel pour pouvoir, comme elle le disait, être là pour son enfant. Mais elle passait vraiment la majorité de son temps libre dans une bouteille ou un lit. Mon père était le principal soutien de famille. Il travaillait comme chauffeur routier, me laissant seule pour prendre soin de moi. Notre appartement était en bordure de la ville, entouré de kilomètres de forêt. Aussi loin que je me souvienne, j'ai été fascinée par ces bois. Il n'a pas fallu longtemps pour que je passe mes journées à les explorer. Mon amour de la nature n'a fait que grandir à partir de là. J'ai vite réalisé qu'aucun de mes parents ne faisait attention à mes allées et venues. Alors j'ai commencé à camper dans les bois pendant la nuit, ici et là, juste pour voir si on me manquerait. Mais comme je l'ai compris, on ne m'a pas manqué. À partir de là, j'ai commencé à passer des semaines à camper dans la vaste forêt. Nous savons tous que toutes les bonnes choses ont une fin. Et un matin, mon père m'a surpris en train de sortir des bois. Il venait de rentrer d'un voyage sur la route. Il était tôt, et il était livide de voir son fils de 12 ans sortir du bois à 5 heures du matin, un jour d'école. En plus de me tanner la peau, j'ai eu droit à une engueulade de la part des deux. Cela ne m'a pas empêché de revenir. Après avoir fait profil bas à la maison pendant une semaine, j'ai attendu que mon père parte et que ma mère boive. Quand j'ai été sûre qu'elle dormait, je me suis enfuie vers ma vraie maison. Je rentrais tôt chaque matin avant l'école, sans que personne ne le remarque. Il n'a pas fallu longtemps pour que les choses redeviennent comme avant. Si je n'étais pas à l'école, j'errais dans les bois. J'ai déjà mentionné que j'avais une série de camps dans la forêt. Parmi ces intrus, il y avait des petits groupes de sans-abri, probablement bien avant mon arrivée. Ils utilisaient les bois pour camper et boire, à l'abri des regards indiscrets de la police et du public. J'ai fait l'erreur de rester au même endroit trop longtemps, à une occasion, et j'ai presque été agressée à cause de ça. Après cette altercation, j'ai déplacé mon camp de l'autre côté de la rivière. Certaines nuits, je me cachais dans l'ombre et les regardais se détruire avec des drogues et des boissons. Souvent, la violence éclatait, et cela ne faisait que renforcer ma haine pour eux. J'en voyais déjà assez à la maison de toute façon. Au fil des mois, je me suis enfoncée dans la vaste forêt, toujours à la recherche d'un nouvel endroit à explorer. L'été est arrivé, et avec lui, plus de sans-abri. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils aient leurs petits camps crasseux partout dans les bois. Cependant, à ce stade, j'étais toujours en sécurité si je restais de mon côté. J'étais la seule personne qui savait où traverser la rivière. Sinon, mon paradis me serait enlevé une fois pour toutes, par ces mêmes personnes. Par un chaud après-midi d'été, j'étais sur la rive, en train de boire de l'eau. J'ai entendu des voix au loin, alors j'ai gardé les yeux ouverts. J'ai récupéré mon eau, et je suis retournée à mon camp, quand j'ai entendu un groupe de personnes se disputer de l'autre côté. Curieux, je me suis cachée, et j'ai regardé. Il y avait une tente en lambeaux montée. Et à côté, 3 hommes et une femme qui se criaient dessus. Ils étaient trop loin pour que je puisse comprendre ce qui se disait. Ils avaient tous l'air d'être ivres, se balançant dans tous les sens pendant qu'ils se disputaient. Je suis restée dans les parages pendant environ 10 minutes, quand l'un des hommes a frappé un autre homme à la tête avec une bouteille de bière. L'homme a titubé et est tombé sur le sol. J'ai attendu que l'homme au sol bouge, mais il ne l'a pas fait. L'agresseur a alors ramassé une grosse pierre et l'a jetée sur l'homme, pendant que les autres restaient là à regarder. Il a recommencé environ 3 fois.
jusqu'à ce qu'il ait l'air trop épuisé pour continuer. J'ai dû étouffer un cri en regardant cette horreur se dérouler, et j'avais maintenant trop peur pour bouger. La femme a alors crié quelque chose à l'homme, et l'a giflé sur la poitrine. Il n'a pas semblé surpris, et a regardé le désordre qu'il venait de faire. Au bout d'une minute, les autres lui ont à nouveau crié quelque chose, et ils se sont enfuis tous ensemble. Je pouvais enfin respirer, mais je n'osais toujours pas bouger au cas où il reviendrait. Je suis restée cachée pendant ce qui m'a semblé être des heures, avant de décider qu'il ne reviendrait pas. Je m'attendais à ce que l'homme au sol se lève, mais maintenant, je sais que c'était stupide. J'ai eu l'idée folle dans ma tête que je devais lui trouver de l'aide. Clochard ivre ou pas, il était toujours humain, et j'ai couru les 5 kilomètres qui me séparaient de notre appartement. Pour une raison quelconque, j'étais heureux de voir que mon père était à la maison. Je suis arrivée en courant, essoufflée, et j'ai commencé à crier après mes parents. J'ai remarqué qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, et j'ai couru vers eux. Mon père m'a dit de me taire et m'a demandé ce qui se passait. J'ai répété l'histoire de ce que je venais de voir dans les bois. Au lieu de demander de l'aide, mon père a commencé à me crier dessus pour l'avoir défié. Ma mère qui bafouille s'est vite jointe à lui, et ils ont tous deux commencé à me passer un savon. Le pire, c'est quand ma mère m'a accusé d'inventer des histoires pour attirer l'attention. Je l'ai nié, bien sûr, mais elle n'écoutait pas. Le reste s'est passé comme d'habitude. Mon père a retiré sa ceinture et m'a attachée jusqu'à ce que je me mette à pleurer, et il m'a dit de me taire ou de me donner une bonne raison de pleurer. Comme d'habitude, il était clair pour moi que la discussion était terminée. L'homme n'allait pas être aidé après tout. J'étais juste un enfant stupide. J'ai rampé jusqu'à ma chambre et j'ai pleuré pour m'endormir, comme je l'avais fait tant de fois. Mes retraites dans les bois étaient terminées. Je ne pouvais pas quitter la maison sans l'un de mes parents, et il était hors de question de sortir. Peu de temps après, on m'a envoyé vivre avec mon père parce que j'étais devenue trop difficile à gérer pour mes parents. Je m'attendais à ce que la vie soit comme avant, peut-être même pire après tout. Il devait y avoir une raison pour laquelle ma mère était si mal en point. J'ai gardé la tête haute pendant longtemps, attendant le premier coup. Au lieu de ça, on m'a donné une vie dont je n'aurais jamais rêvé. Grand-père Mac s'est avéré être un homme aimant et patient, l'exact opposé de tout adulte que j'avais rencontré auparavant. La première fois, il m'a demandé ce que j'aimais faire. J'étais sans voix. Personne ne s'était jamais soucié de demander. J'ai ravalé le nœud de ma gorge et je lui ai dit que j'aimais la nature, m'attendant aux rires et aux moqueries habituelles auxquelles je m'attendais, mais au lieu de cela, son visage s'est illuminé. Il a passé l'heure suivante à me raconter tous les bons souvenirs qu'il avait du camping avec son père. J'ai su alors que j'étais devenu l'enfant le plus chanceux du monde. Dès que le printemps est arrivé, nous avons passé chaque moment éveillé à faire des randonnées dans les bois et les parcs du pays. Les connaissances qu'il m'a transmises pourraient remplir une bibliothèque pleine de livres. Même s'il est devenu trop vieux pour que nous sortions ensemble, je lui rends régulièrement visite et je lui raconte toutes les aventures extraordinaires que j'ai vécues récemment. Son corps est peut-être faible, mais son esprit est toujours aussi fort. Je dois à cet homme plus que je ne pourrai jamais lui rendre. Et il a tout fait simplement parce qu'il m'aimait. Il m'a fallu encore 3 ou 4 ans pour trouver le courage de lui raconter cette histoire. J'ai également exprimé la culpabilité que je ressentais pour l'avoir gardé pour moi pendant tout ce temps. Je n'étais pas sûre de la façon dont il réagirait au début. Il s'est assis tranquillement. Un moment ou deux plus tard, il s'est redressé sur sa chaise et m'a serré très fort dans ses bras. Cela m'a troublée. Et quand il m'a laissé partir, je lui ai demandé ce que je devais faire. Il m'a conseillé de contacter la police de mon pays et de leur raconter l'histoire. Après ça, je n'étais plus responsable et je n'avais plus besoin d'être coupable. Une fois que je les ai contactés, je me suis lavé les mains de toute culpabilité. Maintenant que j'ai grandi, j'ai réalisé que mes parents étaient en faute. J'ai fait ce que j'aurais dû faire. S'ils avaient choisi de ne rien dire, c'était de leur faute. Je suis partie à l'université et à mon retour à Noël, Mac m'a fait savoir que les responsables avaient été retrouvés. Bien qu'ils soient tous morts sauf la femme, elle a indiqué aux inspecteurs où se trouvait le corps de l'homme. Ils voulaient me remercier de m'être manifesté et de les avoir aidés à résoudre cette affaire après toutes ces années. Et avec cela, je suis allée de l'avant, laissant cette terrible partie de ma vie derrière moi. Jusqu'à récemment, avec la mort de mon père, qui semble avoir fait remonter tous ces vieux souvenirs, je n'avais pas pensé à cette partie de ma vie depuis un certain temps. Mon amour pour la forêt et ses créatures est devenu mon gagne-pain. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de voyager partout, de découvrir et de préserver les endroits sauvages du monde avant qu'ils ne disparaissent. Une chose dont je n'aurais pu que rêver en tant qu'enfant enfermé dans un appartement délabré du New Jersey. Et sans l'amour, la compréhension et l'enseignement de Mac, rien de tout cela ne serait jamais arrivé. L'argument a commencé de la même façon à chaque fois. Vous ne me surprendrez jamais mort dans le parc national. Ils ne sont remplis que de gros touristes et de camping-cars. Je suis de la vieille école et j'aime ça.
La vieille école était une description de la façon dont on campait. Si c'était fait d'autre chose que de la toile ou du cuir, ils considéraient que c'était de la camelote moderne. Ma mère a essayé à de multiples reprises d'introduire des choses aussi courantes aujourd'hui, comme des tentes en nylon, mais ils n'étaient pas d'accord. Ils préféraient transporter cette grande tente murale moisie partout où nous campions, et ne me lançaient pas sur les bidons de kérosène puant qui fuyaient toujours partout. C'était certainement un homme né trop tard. L'expression « vivre à la dure » a dû être inventée en pensant à lui. Nous avons continué à souffrir de ces manières archaïques de vivre en plein air, jusqu'à ce que la mort imminente de mon jeune frère ne lui fasse prendre conscience de ses erreurs. Au début des années 80, mon père nous traînait dans la forêt nationale pendant Thanksgiving. Le temps était relativement doux pour cette période de l'année, et la forêt était magnifique. Je peux encore sentir l'odeur des pins. Ces retraites semblaient toujours coïncider avec la saison de la chasse pour une raison quelconque. Je me souviens avoir entendu que papa chassait avant de rencontrer notre mère. Je pense qu'elle lui avait interdit de le faire, alors c'était sa façon de lui en vouloir. Les coups de feu près du camp étaient un son commun, je suppose, parce que nos parents ont grandi avec très peu de surveillance. L'enfance de moi et de mon frère Mike était la même. Personne n'a considéré qu'il pouvait être dangereux, avec une bande de types à la gâchette facile dans les parages, de laisser deux jeunes garçons jouer seuls dans les bois. Il était normal pour nous deux de quitter le camp à l'aube, de jouer toute la matinée jusqu'à l'heure du déjeuner, puis de retourner dehors jusqu'au souper. Nous avons fait cela aussi longtemps que je me souvienne, et personne n'a sourcillé. Lors d'un Thanksgiving particulier, nous avions couru et rampé dans les broussailles toute la journée. C'était à l'époque où les films G.I. Joe et Rambo étaient au sommet de leur popularité. Mike et moi adorons nous habiller dans nos vêtements de camouflage et jouer à la guerre. L'anniversaire de Mike avait eu lieu quelques jours auparavant, et il avait reçu une paire de talkie-walkie G.I. Joe. Avec du recul, c'était de la camelote, mais nous les aimons. Après le déjeuner, nous sommes retournés dans les bois. Je ne me souviens pas exactement de ce que je faisais à ce moment-là, mais je sais que Mike essayait de me surprendre. J'étais assise sur un arbre tombé, et j'ai soudain entendu un gros coup, rapidement suivi d'un sifflement qui passait près de ma table. Je me suis mis à plat ventre et j'ai attendu un autre tir. Je n'étais pas sûre de ce qu'il se passait, mais quelque chose me disait de rester là où j'étais. Pas plus de 30 secondes s'étaient écoulées quand j'ai entendu de faibles gémissements au loin. Comme Mike était absent à ce moment-là, je l'ai appelé sur le talkie-walkie. Je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai entendu un nouveau bruit. Cela ressemblait à mon nom, alors j'ai appelé Mike à nouveau. Pas de réponse maintenant. Je commençais à avoir peur. Sans autre idée, j'ai crié son nom. Je lui ai dit que le jeu était terminé et qu'il devait me répondre. Je ne savais pas s'il essayait encore de me piéger ou s'il avait vraiment des problèmes. J'ai écouté très attentivement, mais rien d'autre que le léger bruissement des feuilles ne pouvait être entendu. J'ai marché dans la direction du bruissement et écouté à nouveau. Rien. Alors j'ai appelé à nouveau. Le bruissement s'est répété, suivi d'un autre gémissement. J'ai couru dans cette direction, environ 20 mètres, et je me suis arrêtée. La lutte a repris juste à ma droite et très près. Je ne pouvais rien voir, alors j'ai abaissé le ventre et j'ai scanné le sol. À environ 1 mètre, j'ai repéré le bas d'une Nike. Je savais que ça devait être celle de Mike. J'ai couru vers le buisson sous lequel il était allongé. Le spectacle que j'ai vu me brise encore le cœur aujourd'hui. Mike était là, à me regarder d'un air terrifié. Juste sous son bras, il y avait un trou d'où sortait du sang. Ça m'a choquée, mais j'ai fait de mon mieux pour la jouer cool. Je ne voulais pas qu'il ait plus peur qu'il ne l'était déjà. Si j'avais été plus âgée, j'aurais peut-être mieux su comment le déplacer. Mais je me suis baissée et je l'ai pris dans mes bras. Il était trop lourd pour moi, mais j'allais faire de mon mieux pour le sauver. J'ai parcouru environ 100 mètres avant de devoir le déposer. Il devait souffrir énormément. Il m'a demandé de le laisser là et d'aller chercher de l'aide. Sa voix était très faible et j'ai failli fondre en larmes. Je me suis ressaisie et j'ai couru un autre kilomètre sans m'arrêter. Maman devait savoir que quelque chose n'allait pas. Elle a crié d'une voix paniquée à mon père. Mon père est sorti de la tente, m'a regardé et m'a demandé si j'allais bien. J'étais trop essoufflée pour parler. Je lui ai juste indiqué l'endroit où je l'avais déposé et il est parti. Le temps que je le rattrape, papa le récupérait déjà et se dirigeait vers le camp. Pendant tout le trajet vers l'hôpital, maman n'a cessé de lui parler, de lui dire de tenir bon. J'étais sur le siège arrière, tenant ma chemise contre la blessure pendant tout le trajet. Cela aurait dû être un trajet d'au moins 30 minutes, mais il a duré moins de 20 minutes. Papa l'a remis au médecin. Il l'a opéré dans l'heure qui a suivi, et les 3 suivantes ont été un long cauchemar. Plus choquée par ce qui était arrivé à mon frère, j'étais stupéfait par le calme avec lequel mes parents géraient la situation. Comme je m'en suis rendu compte depuis, ils étaient loin d'être calmes, mais ils ont bien géré la situation de toute façon. Il était minuit passé quand le médecin nous a annoncé la nouvelle. Cela faisait longtemps qu'elles étaient incertaines. Je n'ai appris que bien plus tard que Mike était mort plus d'une fois pendant l'opération.
mais qu'il avait de bonnes chances de se rétablir complètement. La police avait été prévenue de la fusillade et est arrivée peu après l'aube pour nous interroger. Maintenant que l'urgence de la situation était passée, j'ai craqué à plusieurs reprises au cours de mes souvenirs. C'était la première fois que je me rendais compte que j'aurais pu être abattue moi-même. Mike devait rester à l'hôpital pendant quelques semaines, alors mes parents ont pris une chambre d'hôtel à proximité. Je pense que mon père a envisagé de rester au camp, mais après une très courte discussion avec ma mère, il a décidé de ne pas le faire. Les détectives chargés de l'affaire nous ont tenus au courant, mais le jour même, Mike était libéré. Aucun nom n'a été relié à l'affaire. La théorie la plus répandue est qu'un braconnier a pris le mouvement dans les buissons pour un cerf et a tiré. Cela explique les drapeaux rouges lors de la recherche des permis de chasse. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait, et malheureusement ce ne sera pas la dernière. Mike était l'un des chanceux. 34 ans se sont écoulés depuis, et personne n'a été relié de manière décisive à la fusillade. Mike s'est complètement rétabli et a pu créer sa propre entreprise et sa propre famille, comme toute autre personne normale. Quelque chose de bien est en fait sorti de ce désordre. Nous ne sommes jamais retournés dans la forêt nationale, et mieux encore, papa a décidé qu'avec tous ces gros touristes et leurs camping-cars, c'était un environnement plus sûr pour lui et sa famille. Entre 12 et 17 ans, j'ai pu passer mes vacances dans des endroits géniaux, comme le Yosemite ou le Grand Canyon. C'est comme ça que j'ai toujours pensé que le camping devait être. Paisible et tranquille. Et je suis presque sûre que Mike serait d'accord avec moi. J'ai 21 ans. Je suis diabétique de type 1. Quand j'avais environ 5 ou 6 ans, j'allais dans un camp pour diabétiques pendant la journée. Ma mère me déposait pendant la journée et venait me chercher vers midi. Je me souviens d'avoir fait beaucoup d'activités, comme la pêche et le twister. Mais il y a une activité que je préfère, la natation. C'est ce qui m'a le plus marqué. Parce que lorsque j'allais au camp, vers 5 ou 6 ans, il y avait un conseiller adolescent. Je ne me souviens pas de son nom, alors on va l'appeler Jay. Jay avait la langue fendue. Et chaque fois que j'étais en maillot de bain prêt à nager, Jay me regardait avec une telle faim dans les yeux. Quand je passais devant lui alors qu'il était assis dans une cabine, il me disait toujours que j'étais belle et me faisait un clin d'œil. Jay essayait aussi de m'emmener dans des endroits avec lui où il n'y avait personne. Quand j'étais jeune, je ne sortais avec personne, sauf avec ceux que je connaissais. J'étais un petit enfant timide. Un jour, alors que moi et mon groupe étions en train de nager, mon conseiller m'a dit qu'il était temps de rentrer. J'étais en train de faire une crise, alors je lui ai dit « Non !» Je suis toujours très fougueuse quand je suis faible, et la prochaine chose que je savais, je me suis réveillée dans le camp d'infirmerie. Je m'étais évanouie dans la piscine parce que j'étais faible, et le sauveteur du camp m'a sortie de là et m'a fait un massage cardiaque. En sortant, j'ai vu Jay, et il m'a demandé si elle m'avait fait du bouche à bouche, et que c'était chaud si le maître nageur l'avait fait. Quand ma mère est venue me chercher ce jour-là, je lui ai dit que je ne voulais pas retourner au camp parce que j'avais le mal du pays. Oui, j'ai menti, mais je pensais que si je lui avais dit la vérité, elle n'aurait pas cru un enfant plutôt qu'un adulte. En 2019, je lui ai tout raconté, et elle s'est excusée pour ces événements et m'a demandé pourquoi. Je ne lui ai pas dit. Je lui ai juste dit que j'avais trop peur que personne ne me croie. Je ne sais pas si cet homme se souvient de ce qu'il a fait, mais j'espère qu'il n'a piégé aucun enfant. Vous rappelez-vous? Quand on est plus jeune, on imaginait que les dentistes étaient un genre de psychopathes dangereux qui aimaient faire du mal aux gens et qui voulaient arracher toutes nos dents qu'on le veuille ou non. Eh bien, on sait aujourd'hui que nous réagissons de manière excessive à cet âge. Et pourtant, je n'avais peut-être pas totalement tort, puisqu'un jour, mon cauchemar d'enfance est devenu réalité. Cette expérience m'a marquée et traumatisée. À l'époque, mon copain et moi venions d'emménager ensemble et voulions commencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Nous étions tous les deux de familles pauvres et abusant d'alcool, alors nous n'avions pas beaucoup d'argent et devions travailler très dur pour pouvoir subvenir à nos besoins. Il s'est avéré qu'un soir, en rentrant du travail, ma dent s'est mise à me faire très mal. J'ai essayé de l'ignorer, parce que je pensais que j'étais simplement fatiguée et que la douleur finirait par partir. Alors, je suis allée au lit et je me suis endormie. Mais le lendemain matin, la douleur avait empiré. J'avertis alors mon copain qui commença à s'inquiéter. Nous n'étions pas assurés, parce que nous avions à peine assez d'argent pour nos besoins primaires. C'était alors un gros problème pour nous. Nous commençâmes d'abord à chercher des cliniques dentaires sur Internet et dans les revues locales. Mais la plupart coûtaient vraiment cher.
et nous n'avions clairement pas les moyens d'y aller. Mais mon état s'empirait tellement que je n'arrivais pratiquement plus à me concentrer sur mon travail. Désespérée, j'appelais mes parents pour les supplier de m'aider en nous envoyant un peu d'argent, mais ils refusèrent. Maintenant, vous imaginez peut-être comment ils étaient, et c'était exactement la raison pour laquelle j'avais déménagé. À la fin de mon service, mon copain m'appela pour m'annoncer de bonnes nouvelles. Il avait trouvé un dentiste pas cher en ville et m'avait directement pris un rendez-vous. Il m'envoya l'adresse par message et m'expliqua que je devais y être à 19h pétante le soir même. Je récupérai mes affaires au boulot, puis marchai jusqu'à l'arrêt de bus. En arrivant là-bas, j'entrai dans le bâtiment et m'asseyai sur une chaise dans la salle d'attente. Je pouvais entendre 2 personnes parler à l'intérieur de la pièce, alors je décidai de ne pas les interrompre et d'attendre mon tour. 10 minutes plus tard, une femme sortit en courant de la pièce, comme si elle était pressée ou quelque chose du genre. Elle fit tomber son portefeuille, mais elle était déjà partie lorsque je m'en rendis compte. Pendant ce temps, la porte s'était rouverte et une charmante voix d'homme m'invita à entrer. En me tournant, je tombai sur un petit homme d'âge mûr, tout sourire. Je le saluai et lui expliquai pour la femme et le portefeuille qu'elle avait fait tomber. Et il me répondit « Oh, ne vous inquiétez pas, elle allait rater son bus. Vous pouvez me laisser son portefeuille, on se connaît très bien. Je le lui rendrai. » Alors je lui ai donné le portefeuille et je suis passée à autre chose. Les quelques minutes suivantes, nous parlâmes et remplîmes tous les papiers nécessaires. Je lui expliquai la douleur que j'avais à la dent et il paraissait très gentil et marrant. Il prépara son matériel dentaire tandis que je m'installais dans la chaise. C'est à ce moment-là que les choses prirent une tournure étrange. Il me demanda d'ouvrir ma bouche en grand pour pouvoir commencer à m'examiner. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression qu'il était trop près de moi. Et puis, les dentistes ne devaient-ils pas s'asseoir pendant qu'ils examinent leurs patients ? Puis j'ai senti une sensation de frottement sur mon bras. C'était tellement bizarre. J'ai d'abord cru que c'était sa jambe, puis je me suis rendu compte que c'était autre chose. J'ai pensé qu'il faisait pas exprès, alors j'essayais de légèrement décaler mon bras. Mais le corps suivait. Il tenta de discuter avec moi pour me distraire de ce qu'il faisait, mais je sentais tout. Puis il s'arrêta un moment, mais quelques secondes plus tard, il attrapa mon bras et me demanda d'arrêter d'autant bouger. Il me serrait très fort. J'en avais assez. Alors je rassemblai mon courage et lui demandai d'arrêter. Mais il ne fit que souffler. Heureusement, peu de temps après, il lâcha mon bras. Mais après cette confrontation, il commença à être sévère et impoli. Il semblait vexé et ne voulait plus du tout sourire. Rien d'autre ne se passa après cela, cependant, jusqu'à la fin de mon rendez-vous. Il me demanda de revenir la semaine suivante pour un suivi de traitement. En partant, j'avais tellement peur de lui que je ne voulais pas y retourner. Je pouvais le voir m'observer par la fenêtre de sa clinique d'un air vraiment furieux ou déçu, comme s'il attendait quelque chose de moi. Je racontai tout à mon copain qui me répondit que je dramatisais la situation, qu'on ne pouvait pas se permettre de payer d'autres dentistes et que je devrais le remercier de m'avoir trouvé une clinique abordable. Je savais qu'il voulait ce qu'il y avait de mieux pour moi, mais comme je l'ai dit, notre situation financière ne nous le permettait pas. Alors, ce n'était pas le moment de me plaindre ou de faire la difficile. Je savais que je devais y retourner. Mais au moins, il avait fait son travail et ma dent ne me faisait plus mal. Avance rapide jusqu'à mon 2e rendez-vous chez le dentiste. J'étais extrêmement anxieuse avant le rendez-vous. Mais, contre toute attente, il m'accueillit avec le même grand sourire que la fois d'avant, discuta comme si rien ne s'était passé et procéda au traitement de manière très professionnelle. Tout semblait bien se passer pendant qu'il me soignait. Cette fois, il s'assit sur sa chaise et ne fit rien d'étrange. Au milieu de l'opération, je l'observai et il commença à sembler nerveux. Nous étions assis en silence depuis un moment quand il me dit soudainement « Eh, j'aime beaucoup votre corps. Vous êtes vraiment mon genre. » C'était si confus et gênant, je pouvais même pas complètement ouvrir ma bouche pour lui répondre. Mais je commençai à bouger mes lèvres et répondis « J'apprécie le compliment. » Puis un silence de mort régna. Je commençai à examiner la pièce et aperçus le portefeuille.
Je me rendis compte que c'était toujours celui que je lui avais donné une semaine plus tôt, après que la femme l'ait fait tomber en sortant. Quelque chose clochait chez cet homme. Mon cœur battait la chamade et je commençais à transpirer. Et c'est là qu'il m'a dit « Venez à mon appartement après le rendez-vous, juste pour boire un thé. » J'ai su tout de suite ce qui allait se passer. Et je lui ai répondu « Merci pour l'invitation, mais j'ai un copain et je le respecte, donc je veux pas sortir avec un autre homme. » « Allez quoi, je vous demande pas de coucher avec moi, je veux juste boire un thé. Il en saura rien, » répondit-il. Je refusai à nouveau, mais il insista. Il essayait tellement de me convaincre et de me forcer à accepter. Mais le pire, c'est qu'il tenait sa roulette et qu'il commençait à devenir brutal. Il commença à appuyer de plus en plus fort sur mes dents. Je ne pouvais pas voir, mais je savais que quelque chose n'allait définitivement pas et qu'il le faisait volontairement. J'avais de plus en plus mal. « Tu vas venir avec moi, d'accord ? Juste pour boire un thé. Juste un thé, d'accord ?» Il le répétait encore et encore. J'avais arrêté de lui répondre et je ne faisais plus que chercher un moyen de m'enfuir. Mais je ne voulais pas me blesser avec tout ce matériel dentaire alors que je ne bougeais pas. Je le sentais percer ma dent de plus en plus fort. Des larmes de douleur me montaient aux yeux, mais je ne voulais pas lui montrer que j'étais une cible facile. Alors je lui répondis « D'accord, je viendrai avec vous. » La colère sur son visage s'est transformée instantanément en joie, et il a répondu « Super !» Un énorme sourire sur le visage, comme si rien ne s'était passé. Puis il s'est éloigné de moi pour attraper quelque chose sur la table. J'ai alors saisi ma chance pour le frapper à la tête avec le premier objet posé près de mon fauteuil, et je me suis enfuie de la clinique aussi vite que possible. Je n'essayais même pas de regarder derrière moi pour voir s'il me suivait ou s'il était toujours à l'intérieur. Je voulais seulement échapper à ce fou furieux. Quand j'arrivais à bout de souffle après quelques pâtés de maison, je m'arrêtais pour reprendre ma respiration. Heureusement, je ne le voyais nulle part. Mais je réalisais que quelque chose coulait de ma bouche. C'était du sang. Il m'avait fait quelque chose et je ne pouvais pas voir les dégâts. Alors, j'ai glissé lentement mes doigts dans ma bouche pour vérifier chacune de mes dents. Et puis, j'ai touché quelque chose de très étrange. Je comptais toutes mes dents et réalisais qu'il manquait quelque chose. Il avait percé ma dent jusque dans la gencive. Je retournai à la maison et, en larmes, racontai tout à mon copain qui me conduisit à la gendarmerie pour porter plainte. Ils nous envoyèrent à la clinique dentaire de l'État pour constater les dégâts. C'était si grave qu'il n'avait pas d'autre choix que de retirer ma dent. Je n'arrivais plus à me retenir et j'ai éclaté en sanglots. C'était si dur pour moi, parce que je ne pouvais même pas me payer un implant à ce moment-là. Pendant ce temps, la police s'est rendue à la clinique de l'homme pour le mettre en garde à vue. Il répéta qu'il était innocent, que c'était juste une erreur médicale et que j'étais complètement folle. Il affirma que j'avais tout inventé. Si vous voulez savoir comment tout cela s'est terminé, alors voici la dure réalité. Malheureusement, le système juridique favorise les riches, et l'homme n'eut qu'à payer une amende. Je parie qu'il faisait des affaires avec la police. Il n'alla même pas en prison et ne fut pas forcé à fermer sa clinique dentaire. Je ne pouvais pas me payer un bon avocat, alors je ne pouvais pas y faire grand-chose à ce moment-là. Et ce fou furieux recevait toujours des patients. Je me rappelais le nom de la femme grâce à sa carte d'identité dans son portefeuille, et j'ai questionné la police à son propos. Ils me répondirent que la femme avait été déclarée portée disparue une semaine plus tôt. Jusqu'à ce jour, je me demande toujours ce qu'il a fait à cette femme, et combien d'autres femmes il a harcelées sexuellement et blessées pendant tout son temps passé à la clinique. Ça me fait froid dans le dos.